Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va remonter sur le ring, on va repartir sur un sport de combat avec mon invité du jour. Je suis très heureux de pouvoir enfin parler avec Elie Assemian. Je dis enfin parce que on a essayé pas mal de fois, d'un côté j'ai annulé, après c'était lui ou inversement, enfin bref, mais voilà, aujourd'hui c'est fait, on est là, on vous parle, chères auditrices, chers auditeurs, et donc la première chose que je vais faire, c'est tout simplement de saluer mon invité. Salut Elie. Enchanté Armano. La première question est toute simple, je demande à mes invités de se présenter, donc dis-nous tout, qui est Elie Assemian ? Eh bien, moi donc, je suis boxeur depuis peu de temps par rapport à ce que j'ai fait dans la boxe, donc ça fait c'est sur ma 6e année de boxe thaïlandaise. Et en fait, donc c'est vraiment le sport qui m'a amené au haut niveau, parce qu'avant je faisais du football pendant 10 ans, et à un niveau régional, hein, jamais à un niveau, à un haut niveau. Et puis j'ai fait de l'athlétisme étant petit et du tennis également. Je suis vraiment rentré dans une salle de boxe thaï par hasard. Donc en regardant des vidéos de boxe thaï sur YouTube, et puis je me suis lancé tout simplement. Hein. J'ai ouvert la salle de la boxe, de la salle de sport de boxe de ma ville en premier, et puis après j'ai changé de club pour pouvoir passer à un autre niveau. Voilà. Tu vas revenir avec nous sur tout ça, sur toute cette histoire. Alors juste avant, j'aimerais que tu nous expliques comment on passe de l'athlétisme au tennis, au football, et puis après tu nous expliqueras à nouveau cette transition vers la boxe thaï. Mais le foot, c'était quoi le problème, Elie ? Où est-ce que t'as fait une bêtise ? C'est pas possible. Il y a un lien, tu vas voir pourquoi il y a un lien. Alors déjà l'athlétisme, quand j'étais petit, le tennis et l'athlétisme, on va dire que c'est plus un choix de mes parents. Mais moi, comme j'ai toujours été un sportif et que j'ai toujours aimé j'ai toujours, été admiratif du geste sportif. Donc, je me suis toujours donné à fond dans n'importe quel sport. Mais le tennis et l'athlétisme, c'est pas forcément des sports où j'étais, les sports où j'étais les plus enthousiastes quand je les faisais. Après, quand j'ai fait du foot, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, là, j'étais défenseur central. Et ça se rapproche un petit peu j'étais un peu un boucher, donc donc ça se rapproche un petit peu de la discipline que je fais aujourd'hui maintenant. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien. Après, moi je trouve que le football, ça se rapproche en beaucoup de points, hein, quand même, de la boxe thaï. Parce que la boxe thaï, ça a l'air d'être un sport individuel, mais on s'entraîne avec une équipe. Donc moi j'ai été capitaine, par exemple, durant toutes les années de football. Et je sais qu'on peut avoir une influence sur ses coéquipiers, que ça soit sur un terrain ou dans une salle de boxe thaï. Donc je pense qu'il y a beaucoup de liens. Donc tu disais, il y a des similitudes entre le foot et la boxe thaï. Pourquoi ? Parce que sur un terrain de foot, c'est comme sur un ring, on se tape dessus, non ? C'est quoi les similitudes ? Je dis que moi dans ma vision de comment je pratiquais le football,
Je dis, je suis un boucher. C'est pas, je voulais du mal à mes adversaires. J'ai toujours vu le sport, en tout cas le football, quand j'en faisais, c'était pour moi un sport de confrontation avant d'être un sport collectif. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que je suis allé vers la boxe thaï. Mais j'arrivais à être bon dans le foot, même en voyant ça comme un sport de confrontation. Parce que quand on est défenseur, qu'on doit défendre sur différents gabarits, des attaquants rapides, des attaquants puissants, des attaquants grands, des attaquants, bref, avec tout plein de capacités, de diversité dans leurs skills, hein, eh bien, c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal de pouvoir s'adapter à chaque fois. Et c'est pareil sur le ring. Oui, non, mais je te taquinais évidemment, hein, t'auras bien compris. Alors, tu as commencé par l'athlétisme et le tennis, comme tu disais, plutôt pour faire plaisir à tes parents. Malgré tout, tu as toujours été un amoureux du beau geste, du geste sportif. Exactement, oui. Combien de temps tu as pratiqué l'athlétisme et combien de temps tu as pratiqué le tennis? Alors, j'ai fait 3 ans de tennis et j'ai fait que 1 an d'athlétisme. Mais je l'ai fait juste avant le foot et je pense que ça m'a beaucoup servi jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, de ce que je me rappelle, ben déjà sur la course, si on compare bien sûr à quelqu'un de lambda, un athlète, il court normalement, ça dépend de sa discipline et ça dépend si lui il aime ça. Il court plus qu'une personne lambda. Mais là, sur le point sur lequel je veux revenir, c'est que vraiment dans l'athlétisme, j'ai appris à aimer la course parce que vraiment, on en mangeait, on en mangeait, on en mangeait. Et vraiment, la course à pied, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai acquis avec mon année d'athlétisme. C'est marrant parce que pour relancer cette troisième saison, il y a une bonne trentaine d'épisodes. J'avais Patrice Essele Sassa, qui lui est maintenant un athlète, mais qui a commencé par le foot. Toi, tu as commencé par l'athlétisme avant d'aller vers le foot. Et qu'est-ce que toutes ces années de foot ont pu t'apprendre? Alors déjà, tu pratiquais à un niveau amateur, régional, mais tu n'étais pas joueur professionnel ou semi-professionnel en Non, football. c'est ça. Et qu'est-ce que toutes ces années de foot t'ont apprises? Eh bien, elles m'ont appris déjà que j'avais vraiment une détermination à chaque match. Pour moi, c'était vraiment au-delà du score, je voulais avoir aucun regret. C'est-à-dire qu'à la fin du match, je voulais pas, même si on avait gagné, avoir fait un match à 80%. Je me donnais tout le temps à fond. Et ce qui pouvait ne pas me plaire dans le foot, c'est que je suis pas, comment dire, je ne peux pas garantir l'implication de tout le monde. Même si je suis capitaine, ben, voilà, on est 11. Et malheureusement, dans le foot, s'il y en a un qui est pas bon à un certain poste, à une certaine action, eh ben, c'est but et ou c'est voilà. Donc voilà les deux choses vraiment que je peux faire ressortir de mon expérience dans le foot, c'est que j'étais vraiment déterminé, vraiment déterminé. Et puis après, j'étais dans un club où ils cherchaient pas forcément à aller plus haut. Et puis même moi, à l'époque, je pense que j'avais pas assez de maturité par rapport au haut niveau dans le foot. Mais c'était ce que je cherchais, clairement. Mais voilà, ça m'a un peu dégoûté par rapport à ces faits-là. Le fait de ne pas pouvoir vraiment avoir le même engagement de la part de toute son équipe. Tu parles de dégoût, est-ce que ce serait pas plutôt de la frustration en fait? Ah oui, clairement, oui, oui. Et là, j'ai mis le mauvais mot dessus, mais oui, c'est de la frustration. C'est une frustration, clairement. Légère, énorme, non, énorme quand même. Non, légère, parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé le sport et je me suis vite mis après le foot. Je suis allé courir tout seul en tant que, voilà, tout seul moi-même. Et puis, j'ai fait du CrossFit 3 mois avec un de mes amis. Et puis, juste après, j'ai fait de la boxe thaï. J'ai vite oublié le foot, en fait. Et ça m'a assez surpris parce que j'ai fait quand même 10 ans. Et c'est là que j'ai compris que oui, moi, je suis vraiment un amoureux du sport et que, comme je te disais, le geste sportif, il est important, il est plus important pour moi que la discipline en soi, en fait. J'ai envie d'être le plus polyvalent possible et d'avoir le plus de compétences physiques possible. Bon, alors je me dis que peut-être un jour on te verra ailleurs que dans la boxe taille, ou là tu as l'intention d'y rester encore quelques temps. Ah non, là, j'ai l'intention d'y rester encore pas mal de temps. Mais oui, pourquoi pas dans autre chose, ça c'est sûr et certain. Alors comment est-ce que justement tu switches à la boxe taille? Tu nous as dit, tu voyais des vidéos sur YouTube, ça t'a un peu inspiré, Mhm. tu as essayé de pousser la porte d'une salle de boxe taille, et puis ça a été le coup de foudre, c'est ça? C'est ça exactement. Ben, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait d'avoir cette hargne à l'entraînement, cette motivation. Et en fait, ça a un peu, comment dire, tapé dans l'œil de mes premiers coachs. Et puis, et en plus, c'était même pas vraiment un coach, mais c'était la personne qui m'a suivi au début.
Mais c'est vraiment lui qui m'a fait aimer aussi après les sports de combat parce que quand j'ai compris l'aspect hors physique, mais vraiment technique de la discipline, c'est là où vraiment je m'y suis intéressé à 100% et que c'est devenu profond, quoi. Ça veut dire quoi, justement, c'est devenu profond? C'est devenu profond parce que la boxe thaï, c'est vraiment, on l'entend souvent, une école de la vie. On monte sur le ring et on est face à un seul adversaire et on est tout seul face à lui. Alors on a quelqu'un dans le coin, mais c'est vraiment le fait de monter sur un ring, c'est spécial. Donc quand je dis c'est profond, c'est-à-dire quand j'ai commencé vraiment à apprendre les techniques, pour moi, je savais que j'allais faire du combat parce que quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout prêt à faire de la compétition. Mais pas dans le sens prêt à avoir peur ou quoi que ce soit, mais je faisais ça juste pour faire du sport. On était encore dans le geste sportif. Et au fur et à mesure qu'il me fasse aimer cette discipline, je me suis vraiment vu faire de la compétition et monter sur un ring. Donc, c'est en ce sens-là que je dis que voilà, c'est profond et ça a été une décision que j'ai pris du temps à prendre. Cette décision-là, elle a pris combien de temps entre le premier jour où tu pousses cette porte, t'as quel âge, et elle prend combien de temps avant que tu te décides à monter sur le ring pour faire plus que de l'entraînement, mais véritablement du combat? Elle a pris 6 mois exactement. Donc, je suis rentré en avril, c'était juste après, non, avant le Covid. Et donc, j'avais 21 ans. Et 6 mois après, j'avais 22 ans. Donc, ouais, c'est ça, 6 mois. En 6 mois, il se passe quoi dans ta tête justement pour que tu deviennes, pour que tu sentes naître en toi le combattant? J'avais eu à ce micro Jimmy Vienno aussi, donc 7 fois champion de France de boxe thaï, Ouais. entre autres, hein, aussi quelques fois champion du monde, champion d'Europe, etc. Pour lui, c'était une évidence en fait. Depuis qu'il est petit, c'est ce qu'il veut faire. Toi, tu as découvert ça plus tard, à 21 ans. Donc, qu'est-ce qui a fait que le lion, le combattant, s'est révélé en toi? Mhm. Alors, je pense il avait toujours été là, mais il avait été bridé en quelque sorte. Alors, pour la petite histoire, moi, mon père, il fait des arts martiaux depuis qu'il est presque petit aussi, hein. Il a fait 30 ans d'arts martiaux. Et lui, il fait plus des arts martiaux traditionnels, type chinois, japonais. Il a commencé par du karaté. Et après, il a viré plus sur du chinois avec du tai chi, du kung-fu, etc. Et il est vraiment très fort dans son domaine, quoi, en tout cas. Et ça m'a toujours attiré. Je me rappelle quand j'étais petit, je regardais aussi les Jackie Chan, les Jet Li et tout ça, et ça, j'étais émerveillé. Et c'est vrai que même pendant que je faisais du foot, je voulais faire un sport de combat ou des arts martiaux traditionnels, plus à l'époque. Et je sais pas, j'ai jamais eu le temps, ou j'ai jamais eu l'envie d'aller plus loin en fait dans cette idée-là. Mais je pense que le combattant, ouais, il a toujours été là et que le fait de rentrer dans cette salle, il s'est révélé. Après, comme je te dis, dans le foot, si tu me voyais sur le terrain, tu aurais déjà compris que me mettre à la boxe, c'était pas une idée farfelue, tu vois, clairement. Ouais, c'était déjà en toi. Voilà, c'était déjà un mois. Et le fait de prendre des coups dès la première séance, c'était quelque chose de bizarre, mais c'était pas quelque chose qui me freinait du tout. Combien de temps il te faut à partir du moment où tu commences? Donc, 6 mois après, tu sais que tu veux être combattant, tu commences à faire véritablement de l'opposition. Ton premier combat, il intervient quand? Ben, le premier combat, il est au bout des 6 mois. Après le premier sparring, c'est le premier jour, hein. En fait, je suis rentré dans cette salle parce que j'avais deux amis qui faisaient déjà de la boxe thaï. Et en fait, mon premier sparring, c'était avec mon ami en fait, qui fait à peu près la même taille que moi, donc 1,90 m, un peu plus grand même. Et puis lui, voilà, il aime bien taper. Donc, dès le début, j'ai montré, et puis même lui, il savait quand il m'amenait dans cette salle que ça allait pas être difficile pour moi sur le plan physique. Et je pense qu'il a voulu me tester sur le plan mental au niveau de ce premier sparring. Et je pense qu'il a vu que moi, j'ai rien fait, hein. Lors de ce premier sparring. Moi, j'ai vraiment pris du temps pour voilà, assimiler la technique parce que le geste sportif, comme je t'ai dit, encore Et une fois, prendre des coups, c'est ça? et T'as pris du temps pour assimiler le geste et prendre des coups? voilà. Et puis, exactement. Au début, je prenais énormément de coups, mais qui m'éméchaient pas forcément. Mais en fait, le prendre des coups et de rien montrer, d'avoir une tête vraiment un peu énervée, ben, c'est ça qui a fait que j'ai été quand même vite, comment dire,
vite pris en main par la personne qui m'a entraîné et qui m'a appris toutes ces techniques au début. Donc, en fait, pendant ces 6 mois-là, moi, je me suis vraiment focalisé sur ma technique. Et puis, tous les jours, presque tous les jours de la semaine, j'étais là. Et j'apprenais. Et je restais en forme physiquement pour être au top, en fait. Je me donnais à fond. C'était une nouvelle discipline pour moi, donc déjà avec l'excitation. Et puis, l'excitation d'apprendre de nouvelles choses, c'était pour moi hyper intéressant, hyper enrichissant. Quand est-ce que tu commences à rentrer sur le circuit national? Parce que là, on ne l'a pas dit, mais tu es champion de France de boxe thaï. Comment est-ce que tu commences à rentrer sur le circuit national, que tu gagnes tes premiers titres, et puis après, tu te poses la question de devenir pro? Eh bien, en fait, après ces 6 mois, donc les championnats régionaux. Donc, normalement, on fait un petit interclub avant de commencer à faire les compétitions plein contact. Mais à ce moment-là, je me rappelle plus très bien. Je sais plus si j'avais pas été disponible ou bref, s'il n'y avait pas eu dans mon club d'interclub. Mais moi, je suis allé directement du coup à la compétition plein contact. Et puis, j'ai eu 2 combats, donc en moins de 81 kilos à l'époque. Maintenant, je combats en moins de 75 kilos. Donc, en moins de 81 kilos, je fais mon premier combat contre un adversaire beaucoup plus grand que moi, vraiment un 80 kilos qui faisait presque 2 mètres, vraiment très, très grand. Mais je savais que de toute façon, j'avais des armes autre part pour pouvoir gagner. Et j'étais sûr de moi, j'étais sûr de moi. Et de toute façon, il y avait pas mal de mes potes, donc je venais pas pour perdre. Donc, voilà. Et deuxième combat, là, Bah, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui viennent pour perdre, en fait. oui, mais il y Surtout en a, dans un il y en sport de a, combat. Quand tu y oui, vas pas pour enfiler des perles. mais il y en a beaucoup qui viennent, je pense, en compétition amateur, en tout cas, pour se Mhm. tester, même si c'est du plein combat, que pour gagner. Je l'ai beaucoup vu. Je l'ai beaucoup vu. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Le deuxième combat, c'était plus contre un adversaire dur au mal, vraiment costaud, un peu moins technique, et qui m'a donné du fil à retordre, et puis j'ai gagné, mais voilà, je suis ressorti avec quelques petites séquelles. Le premier combat avec voilà, des petites blessures. Et donc, c'est ça qui m'amène au niveau national, en fait, amateur. Donc, les 2 premiers combats gagnés qui m'amènent au niveau national amateur. Donc, là, c'est Donc là, on est en 2021. voilà, c'est ça. Et donc, janvier ou février, championnat de France à Paris. Et comment ça se passe, ce championnat de France? Alors, pour les championnats de France, donc beaucoup plus de monde, beaucoup plus de niveau. Donc là, il peut tout se passer, hein. C'est une préparation autre. Il y a plein de combats en une seule journée. Il faut bien gérer la fatigue, bien gérer les blessures. Donc, sur le premier combat, je rencontre le représentant de l'Occitanie. Et je- n'importe quoi, un combat vraiment moche. En fait, je donne tout parce que je suis au championnat de France. Et dans ma tête, j'étais pas prêt psychologiquement, en fait. J'ai pas pu poser mon jeu comme on l'avait prévu avec mon coach. Et puis, il y a aussi pas mal de choses qui ont fait que j'étais pas dans mon combat. Ce premier club, en fait, il n'était pas à vocation de compétition. Donc, de mon club, j'étais enfin, le seul, pardon, à aller en championnat de France. Et donc, j'avais pas été suivi. Après, ils avaient trouvé quelqu'un qui aurait pu me coacher là-bas, mais mon équipe n'était pas avec moi. Donc ça, déjà, c'était quelque chose qui, pour une première compétition à ce niveau-là, c'était quelque chose qui m'avait un peu chamboulé. Mais au-delà de ça, mon combat, il était médiocre. Et donc, à la fin, je regarde mes amis quand le troisième round, il est fini. Je dis, ah les gars, je suis désolé, franchement. Et en fait, eux, ils étaient étonnés parce que pour eux, je gagnais haut la main et c'était quelque chose d'évident. Et je dis, non, non, là, franchement, c'est. Et je leur fais un signe de la tête, je dis, non, là, c'est mort. Et même pour te dire, hein, j'étais tellement, tellement déçu de moi que même à mon adversaire, avant la décision, je lui ai dit, franchement, là, bien joué à toi, là, je pense pas que c'est pour moi. Il me dit, mais t'es fou, quoi, c'est toi qui as gagné. De quoi tu me parles? Et c'est vraiment ce qui, je pense, qui me suit encore jusqu'à aujourd'hui. C'est que dans mes combats, je cherche tellement à vouloir bien faire que des fois, je vois même pas, j'oublie même des fois des actions que je peux faire tellement que comment dire, j'obstrue ma vue par des envies que j'ai de gagner, de plein de choses. Du coup, ça, c'était un combat, mais tu l'as dit, sur les championnats de France, il y a plusieurs combats. C'est ça. Donc, Comment je se gagne passe le celui-là. deuxième, le troisième, le quatrième? C'est ça. Du coup, je gagne celui-là. Et donc, là, pour aller en finale, il en restait 2. Donc, je fais mon deuxième combat. Et là, c'était la demi-finale du coup.
Et donc, après celui-là, c'était la finale. Et donc, avant la demi-finale, je vois un combat de la même catégorie que moi, donc moins de 80 kilos. Et là, le gars en face, enfin, les deux gars qui sont sur le ring, il y en a un qui met un coup de coude retourné et KO net. Et en fait, c'est pas ça qui m'a fait peur. Mais en fait, le combattant en question, j'ai vu qu'il a attendu, il a appâté en fait son adversaire pour lui mettre. Et j'ai dit, ah ouais, attends. C'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait vraiment du niveau. Parce qu'en fait, il a mis un KO en l'ayant voulu. Et là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment, vraiment, vraiment du niveau. Donc, je vais à mon prochain combat et je me dis, là, j'ai fait un combat qui était pour moi médiocre et je vais combattre des gars qui sont encore plus forts. Je m'arme de courage, je m'arme de calme surtout. J'essaye de méditer avant mon combat. Et puis lors de mon premier combat aussi, je me suis énormément esquinté au niveau des omoplates parce que ma garde a été trop crispée là. Et là, j'étais hyper tendu. Donc, je me rappelle que je m'étais massé et mes amis m'avaient massé pendant à peu près 1 heure avant mon combat. Et je vais à mon deuxième combat du coup. Et puis, je fais ce que j'ai à faire, ce que je sais faire. Moi, je suis plus bon en jambes qu'en poing. Mon adversaire était meilleur en poing qu'en jambes. Donc, comme je n'ai pas su répondre à ça, tout simplement, là, je perds en demi-finale. Donc, j'ai ma médaille de bronze, mais je pars avec un goût sacrément amer parce qu'il était à ma portée. Mais clairement, il était meilleur que moi en poing et j'ai pas su comment dire, dominer par mes armes. Donc, ouais, une grosse déception. Bon, alors ça, c'est justement ton début dans l'arène. En championnat de France, on est sur des catégories amateurs, sur des catégories pro. Ça se passe comment? Alors, là, c'était une catégorie amateur, donc classe B. Ensuite, on passe classe A au bout de. Alors, si on fait. Je crois qu'il faut faire des résultats, je ne suis pas très sûr, en classe B, ou avoir 10 combats en classe B pour passer classe A. Et la même chose en classe A pour passer. Alors, classe A, c'est semi-pro. Et la même chose en classe A, donc 10 combats ou des résultats au championnat de France pour passer en pro. Alors, quelle est la différence entre être boxeur de boxe taille amateur et boxeur de boxe taille professionnel? Ben, tout simplement, la boxe taille professionnelle, c'est un métier et puis c'est du tous les jours. Ben, c'est-à-dire que là, on fait beaucoup plus attention à ses blessures, on fait beaucoup plus attention à sa récupération, à sa prévention de blessures également. Et puis, on s'entraîne plus, on s'entraîne plus, on s'entraîne plus. Après, il y a aussi comment je pourrais dire ça? Quand on devient pro, pour moi, il faut pas devenir pro, comment dire, faut pas devenir pro juste pour continuer à combattre parce qu'on aime ça pour moi, parce que c'est quand même un risque, moi je dis notre vie quand on monte sur le ring, et il faut y aller avec tout ce que demande une carrière pro, quoi. Donc il faut pouvoir mettre les moyens, et là on va faire une transition après sur ça, mais il faut pouvoir mettre les moyens pour avoir une carrière stable et surtout qui garantit notre intégrité physique. Alors, on va y revenir, hein, justement, c'est l'essence même de ce podcast. Mais justement, la différence entre la classe B, la classe A chez les amateurs et puis les pros, est-ce qu'il y a une question de rémunération aussi? Est-ce qu'il y a une question de price money une fois qu'on gagne la ceinture? Comment est-ce que tu différencies ça au-delà du niveau? Parce que finalement, on aurait pu dire, appeler ça Ligue 1, Ligue 2, et puis régional, CFA, ce qu'on veut. Si la catégorie reine, c'est la catégorie pro, il y a peut-être bien une raison quand même. Mhm. Bien sûr, bah, la catégorie pro, en fait, à chaque championnat de France gagné, on a une prime. Alors là, ça dépend de. Franchement, là, j'avoue, sur ça, c'est surtout mon entraîneur qui s'occupe de ça, mais les prix sont pas fixés chaque année, fixes chaque année. Mais il y a une prime, bien sûr. Après, c'est pas les championnats de fédération qui rémunèrent le boxeur pro, c'est surtout les galas. Parce que là, il y a plus de spectacles, il y a une entrée. Alors que sur le championnat de France, par exemple, un gala peut acheter le combat. Donc dans ce cas-là, il y aura plus de moyens mis pour les boxeurs et puis pour leur image, leur communication et tout ça. Mais si on parle que d'un match, on va dire dans une salle, souvent à Paris ou à Marseille, euh, les combats s'enchaînent comme ça, ben, ce sera juste la prime du premier, deuxième et troisième. Sachant que le troisième,
Ils gagnent pas beaucoup, beaucoup. Et donc, Ouais, ça paye les frais d'essence pour aller jusqu'à Paris, quoi. voilà, c'est tout. Et encore, et encore, et encore, et encore. Bah, ça dépend où tu habites. Si tu habites dans la région parisienne, ça paye les frais Ah d'essence. oui, Si tu ah habites oui. à Bordeaux, c'est plus compliqué. Moi, je suis à Bordeaux, donc non. Ouais, ouais, non, c'est vrai qu'on n'avait pas dit où est-ce que tu te situais, mais on en avait déjà parlé précédemment. Ouais, et du coup, ça va être la différence entre catégorie A, catégorie B et au-dessus les pros. En gala, il y a que les pros qui peuvent combattre Ouais, ou on peut retrouver des amateurs? parce que c'est ce dont j'allais parler. Alors, justement, en France, il y a un circuit qui marche très bien, qui est le Muay Thai Grand Prix, euh, euh, durant lequel j'ai pu faire, moi, une apparition en 2021, justement, juste après en juillet 2021, après mon année de classe B, après ma deuxième année de classe B, pardon, quand j'ai changé de salle, eh bien, j'ai pu faire une apparition en classe A. Et donc là, on est payé comme si, bon, pas comme si on était un pro, mais on a une prime de combat lors d'un gala. Et je crois que les classes B aussi avec protection, parce qu'en classe B, on a protection, donc plastron, casque, coudière, protège tibia. Ils font des combats aussi dans cette organisation, mais je ne sais pas s'ils sont payés. Ça, je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'ils ont un petit quelque chose, parce que même si ils font les premiers combats des soirées, je pense que vu qu'il y a une communication dessus, ils doivent avoir quelque chose. Toi, maintenant, tu es pro? Oui, exactement. Donc ça, c'est depuis 2022? Exactement, oui. Depuis 2022, J'ai bien fait mes devoirs, hein. et c'est ça. Ça veut dire quoi pour toi depuis 2022 être pro? Un titre de champion de France en pro, un deuxième, un troisième, un quatrième? Eh bien, ça veut dire que oui, clairement, il faut fournir le palmarès là encore plus, hein. J'ai eu la chance d'avoir un titre de champion de France. Je dis bien la chance parce que depuis le passage en pro, il y a vraiment, vraiment pas eu que des bons moments parce que mon premier combat pro, en fait, c'est là où je me suis fait le ligament croisé. Lors de mon premier combat, en fait, je pense, hein, dû à, à un passé de course à pied, etc. Bref, je pense que le genou était fragilisé. Et le coup de pied, je me rappelle très bien comment je l'ai reçu. Il était dans un certain angle. On appuie, il était au sol. Et bref, voilà, ça a claqué. Et en fait, j'ai fait une rééducation. Au début, j'ai pas accepté en fait la rupture du ligament croisé. Moi, j'ai un peu peur de tout ce qui est opération, tout ça. Donc, malheureusement, j'ai fait la rééducation tout seul. Et du coup, 6 mois après ce combat, en fait, j'ai combattu pour le championnat de France avec ce ligament croisé, mais j'avais tellement bien fait ma rééducation et ben, que j'ai pu gagner sans penser que j'avais quelque chose au genou. J'ai pu vraiment boxer sans penser que j'avais quelque chose au genou. Mais je le recommande à personne et surtout, je dis pas que sur ça, j'ai pas eu de chance, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Et après le combat pour le championnat de France également, j'ai pu combattre dans le nord de la France à Rouen, où j'ai pu gagner par KO également. Ouais, tu sais que je suis rouennais, moi. Alors, quand tu Ah parles de ouais. Rouen, ça me parle. Et depuis, en fait, mon genou, après ce combat-là, mon genou, il a pas arrêté de dégringoler. Et je me suis fait opérer là le 21 février. Petite news. Donc là c'est tout récent. Là, tu es en pleine rééducation. Exactement, exactement. Alors là, je reprends assez vite, je trouve. Mais ouais, ça fait une semaine, non, 10 Bon, jours. écoute, ça fait partie de la vie des sportifs. Tout à l'heure, tu as ouvert le chapitre justement de pouvoir financer sa carrière quand on passe en pro. Ça veut dire quoi financer une carrière pour un boxeur de boxe thaï, de muay thai Ben, ça va être déjà surtout l'équipement. Alors, dans une année de Muay Thai, on va avoir besoin de tout ce qui est gants de frappe, donc gants pour le sac. On va avoir besoin de tout ce qui est gants de sparring, donc les gros gants pour pas se faire mal avec les coéquipiers. Et puis le gant de PAO, c'est pour les cibles quand le coach nous tient les cibles. On va avoir besoin de gants qui sont plus petits pour vraiment ressentir plus l'impact. Et puis ce sera la même taille qu'en compétition, quoi. Donc déjà là au niveau des gants, si on veut de la bonne qualité, c'est assez cher. C'est entre 100 et 200 euros. Et ensuite, on va avoir besoin de tout ce qui est textile, hein. Si on fait 2 entraînements par jour, par exemple, pour ma part, on transpire tout le temps, donc il faut avoir de nouveaux habits qui s'usent rapidement. Et puis on va avoir tout ce qui est protège tibia, tout ce qui est protection, bandage qu'il faut également tout le temps renouveler. Voilà. Et les casques.
et les protège-dents. Donc, tout l'équipement qui est inhérent à la boxe thaï. Ensuite, on va avoir les déplacements, parce que comme je t'ai dit, on est à Bordeaux. Déjà, rien que pour les championnats de France ou les Open ou ce genre de choses, tout se trouve à Paris, hein. Donc, nous, c'est du 300 euros le week-end minimum à chaque déplacement. Donc, c'est déjà, quand on travaille avec un loyer, des charges comme n'importe qui, hein, c'est très compliqué de sortir 300 euros comme ça. Surtout que de plus en plus, dans la fédération de Muay Thai, on a les dates de plus en plus tard. Donc, on ne peut pas prévoir. Ça, c'est hyper compliqué. Ouais, puis accessoirement, si tu bosses, enfin si tu t'entraînes 2 fois par jour, ça te laisse pas forcément de temps pour avoir un métier à temps plein. Donc il faut aussi avoir un salaire, non? Exactement, exactement, oui. Alors, je travaille, moi, dans différents domaines. La plus grande partie de mon salaire, ça va être le secteur social. Moi, j'ai un BPGEPS éducateur sportif. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler en intérim dans des foyers, des centres de vie pour délinquants, pour adultes également. Donc, je vais avoir des missions d'intérim comme ça au compte-gouttes. Donc, ça aussi, c'est un peu pas stable, mais au moins, ça me permet d'avoir un peu plus d'argent qu'un salaire, parce qu'en intérim, c'est un peu mieux payé qu'un salaire dans un CDD ou un CDI. Après, comme tu l'as dit, il y a des jours où soit je choisis de m'entraîner, soit je choisis de travailler, et ça, c'est comme ça depuis un bout de temps. Et c'est pour ça que les préparations, c'est compliqué. Il faut mettre de côté, et ensuite, faut savoir jongler, quoi. Faut savoir jongler, parce qu'avant un combat, il faut au moins un mois où on est focus, au moins. Ouais, donc tu es un peu indépendant, même si c'est de l'intérim, tu es un Exact, petit peu indépendant et tu organises ton agenda exact. pro et perso comme tu veux autour de ta préparation pour ton objectif de rester champion de France et voire même d'aller plus loin, non? Bien sûr, bien sûr. Alors, l'année prochaine, moi, mon projet, c'est de pouvoir aller en Thaïlande. Donc, là, je suis en train de me rééduquer vraiment pour ça. Et moi, j'aimerais partir dès septembre, là, pour soit une année, mais au moins, si je peux pas, au moins 3 mois, pour me faire connaître là-bas et pour pouvoir upgrade. Ouais, pour pouvoir progresser un petit peu dans ta pratique. Et puis après la Thaïlande, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller vers des championnats d'Europe, championnats du monde? Alors, ce sera sûrement soit, si tout se passe bien, en même temps ou après cette année-là. Mais très honnêtement, je compte pas, on va dire, mon objectif, c'est pas de faire encore beaucoup d'années de Muay Thai. Moi, je préfère me tourner vers le MMA le plus tôt possible. Et c'est pour ça aussi que je vais en Thaïlande, parce que le JJB et la lutte est pas mal développé là-bas. Même si c'est le pays du Muay Thai, il y a... JJB pour Jiu-Jitsu brésilien, pour Oui, celles et ceux qui ne voilà. connaissent pas. Et donc, du coup, vu que c'est pas mal développé là-bas, il y a pas mal de salles qui font toutes ces disciplines-là, qui proposent toutes ces disciplines-là. Il y a énormément de combattants, que ce soit de l'UFC, du Bellator, bref, des grosses organisations de MMA qui s'entraînent en Thaïlande. Donc, ça peut être aussi une très bonne opportunité pour cela. Après, c'est vraiment, si je vais sur le MMA, c'est parce que j'ai fait une vraie bonne carrière. J'ai eu de belles décorations en Muay Thai. Pourquoi switcher du Muay Thai, de la boxe Thai au MMA? Et tiens d'ailleurs, attends, avant tout, première question. Quelle est la différence entre le Muay Thai et la boxe thaïlandaise? Alors, il n'y a pas de différence en fait. La boxe thaïlandaise, c'est le nom, on va dire, français du Muay Thai. Et en plus, le Muay Thai, nous on dit Muay Thai, mais ils appellent pas ça comme ça, eux là-bas. Je sais plus comment ils appellent ça, mais ils appellent pas ça comme ça. Ils ont un autre nom. Si on dit Muay Thai comme ça, on cherche un camp de Muay Thai, eh bien, ils vont pas le comprendre comme nous on le dit. Donc, je sais plus exactement ce qu'il faut dire, mais c'est pas ça qu'il faut dire en tout cas. Et du coup, pourquoi switcher du Muay Thai, donc de la boxe thaïlandaise, au MMA? Est-ce que c'est une question de rémunération? Est-ce que c'est un sport qui est plus rémunérateur, même si c'est pas tout à fait le même sport, même si c'est autrement plus dangereux? Mhm. Eh bien, bien entendu qu'il y a une question de rémunération, c'est sûr, hein. Faut pas se leurrer. Après, encore une fois, moi, bien sûr que c'est pour une question de rémunération pour laquelle j'ai pensé au début. Mais franchement, je pense qu'en chaque combattant s'est déjà posé la question de s'il ferait du MMA ou pas, parce que c'est la quand on a vraiment, quand on s'intéresse à l'esprit martial du guerrier et du combattant, c'est la forme la plus libre qu'on pourrait trouver.
aujourd'hui. Après, je dirais la forme la plus libre, c'est le combat de rue, hein. Mais, euh, mais là, vraiment, en termes de cadre, en termes de sport de combat, c'est le MMA aujourd'hui qui. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, le combat libre, parce que ça me permet d'enrichir encore plus mes compétences en sport de combat. Donc pour arriver à tout ça, il faut déjà que tu te remettes en forme, que tu te rééduques pour ton genou post-opératoire. Il faut que tu reviennes au plus haut niveau en Muay Thai. Tout ça, ça implique des moyens financiers aussi. À l'heure actuelle, comment est-ce que tu finances ta saison, ta carrière? Bien, à l'heure actuelle, là, en fait, moi, je recherche des sponsors qui peuvent me soulager sur comment dire, la partie équipement, la partie récupération. Donc, j'ai un sponsor sur la partie équipement, sur la partie récupération. Donc, c'est un spa avec lequel je peux avoir des services gratuits. Donc, pour l'instant, j'ai pas de sponsor financier. Et c'est ça le plus important. Donc, vraiment, moi, je finance ma saison avec mes propres moyens et grâce à l'aide de ces deux sponsors. Donc, c'est pour ça que je suis sur LinkedIn et que je recherche des sponsors tous les jours. Ok, écoute, si on peut aider à notre manière, on le fera avec grand plaisir. Je le répète à chaque fois à nos auditeurs et à nos auditrices, l'essence même du podcast, c'est d'aider les sportives et les sportifs de haut niveau à financer leur carrière. Donc si vous voulez aider Elie, le plus simple, c'est d'aller sur vestiaire.org et puis d'aller écouter, partager l'épisode d'Elie et puis rentrer en contact avec nous, avec l'équipe du podcast Dans les Vestiaires, mais aussi avec Elie. Et d'ailleurs, Elie, pour ça, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Alors, directement sur LinkedIn, donc au nom d'Elia Sémian, et puis sur Instagram également, au nom de The Last Ablaster. Mais si vous tapez Elia Sémian dans la barre de recherche, vous allez trouver dans tous les cas. Faut que tu me racontes l'histoire de The Last Ablaster alors. Alors, oui, je te raconte pourquoi j'ai choisi ce nom? Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, il y a comment dire, un combattant que j'aime beaucoup au niveau du style et tout simplement au niveau du style et de comment il anime son combat. C'est Israël Adesanya dans le MMA. Je ne sais pas si tu connais. Je suis pas un grand fan, je connais pas tous les grands spécialistes. D'accord. Mais Et en fait, il vient du kickboxing Muay Thai. Et en fait, il a un style qui est très évasif. C'est-à-dire évasif, en fait, il est très comment dire ça? Il a pas une garde comme tout le monde, il a une garde plutôt basse, il a des membres assez longs et il va être il va surprendre tout le temps son adversaire. Il va surprendre tout le temps son adversaire. Et quand il va réussir à toucher, ça va être une avalanche de coups pour son adversaire. Et en fait, lui, son surnom, c'est The Last Style Bender. Et ça veut dire le dernier maître du style. En fait, il a repris le, comment dire, le nom d'Avatar. Le Avatar, c'est The Last Airbender. Et il a repris ça parce que c'est un dessin animé qui l'a beaucoup plu dans sa jeunesse. Et j'aime le personnage, j'aime beaucoup ce qu'il fait, même hors combat. Et donc, je me suis inspiré un petit peu de ce surnom pour faire un petit jeu de mots, moi, de mon côté. Donc, The Last Ablaster, Ablaster, en fait, ça vient de blaster, donc écrabouiller. Donc, lors de mes combats, en fait, j'aime vraiment pouvoir, comme je vois avec Adesanya, c'est de pouvoir vraiment, dès que je mets un coup, une avalanche qui ne s'arrête pas et vraiment obstruer la vue de mon adversaire pour qu'il puisse plus réfléchir. Donc, pourquoi Blaster? Pour ça. Et en fait, j'ai fait un jeu de mots avec Abla. Abla, dans mon ethnie en Côte d'Ivoire, ça veut dire éléphant. Moi, je viens de l'ethnie Ani en Côte d'Ivoire et ça veut dire éléphant. Et comme l'éléphant est l'animal emblématique de la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que j'ai fait ce petit jeu de mots. Wow, écoute, super comme sens que tu donnes à ce blaze, à ce surnom. Elie, je finis toujours mes épisodes en posant une dernière question à mes invités. Si tu pouvais te projeter en 2021 quand tu vas pousser la porte justement de cette salle de boxe thaï et être subjugué et être envahi par cet univers et que tu pouvais rencontrer le Elie de l'époque justement quand il va pousser la porte. Lui, il sait exactement qui tu es, il sait ce que ça va être les 3, 4, 5 années suivantes. Qu'est-ce que tu crois que lui, le Elie de 21 ans, te dirait en te voyant? D'accord. Ah ouais.
Ok, je m'attendais pas à ça comme question. Ah. Qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait que il est fier de moi et que le chemin est encore long, parsemé d'embûches, mais que je vais aller encore plus loin, tout simplement. Et du coup, toi, le Eli de maintenant, qu'est-ce que tu lui répondrais au petit jeune? D'accord. Ah, bah, ce serait un peu comme comment dire, mon compagnon de route, quoi. Je lui dirais, t'inquiète pas, on va aller loin ensemble. T'inquiète pas. Même si la route, elle prend du temps, on va aller très loin ensemble. Bon, et puis on prendra les virages ensemble, mais t'inquiète pas, on restera sur la route. Bravo Eli, franchement. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet échange. J'espère que tu as passé un bon moment. On te souhaite bonne récupération, bon courage Merci. pour récupérer physiquement, pour que ton genou revienne, même pas comme en 40, bien avant, quand tu étais tout jeune, avec toute la patate qu'il faut, et puis la patate aussi que tu vas pouvoir mettre sur tes adversaires. Ouais. Et on espère te voir au plus haut niveau dans quelques années. Merci beaucoup Armano. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à tes questions ici et merci pour ce que vous faites pour les athlètes. Écoute, c'est un plaisir. Allez, à bientôt Eli. À bientôt, merci. Ciao. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Eli Assemian que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Eli et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!